ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir pour une nouvelle conférence des ateliers des arts sacrés, Pascal Rousse, qui est architecte, docteur en philosophie et professeur certifié d'art plastique. Pascal Rousse a assez longtemps travaillé dans le cadre du laboratoire Beauté Vérité avec Philippe Serfs. Il participe aujourd'hui régulièrement aux activités des ateliers des arts sacrés. Il a publié en 2019 une thèse qui va être très partiellement l'objet de la conférence de ce soir, qui donc a été publiée sous le titre Eisenstein, le montage organique. Il travaille actuellement un ouvrage sur la subculture mode. Mais ce ne sera pas l'objet de la conférence, peut-être l'objet d'une prochaine conférence. Et donc ce soir, Pascal Rousse va évoquer le cinéma d'Eisenstein sous un angle philosophique, tendant à démontrer le lien entre le cinéma d'Eisenstein et le sacré, et notamment sous l'angle du montage, qui constitue pour Pascal Rousse une véritable démonstration de ce que pour Eisenstein le cinéma n'est pas simplement un mode narratif, mais représente strictement une synthèse des arts. C'est évidemment une thématique qui nous est chère aux ateliers des arts sacrés, puisqu'elle sera aussi l'objet du prochain colloque international qui sera organisé par l'association en mai 2026. Et donc, je donne la parole à Pascal, sans plus attendre. Merci beaucoup, Thomas. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour commencer, en des introductions pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Eisenstein, et parfois je remarque que c'est le cas, c'est un nom qui tend à s'effacer dans les esprits. Je vais vous faire une très présentation biographique avant de commencer. Alors, Sergei Mikhailovich Eisenstein naquit le 23 janvier 1898 à Riga, une élégante ville portuaire germanique qui donne sur la mer Baltique, autrefois membre de la Ligue hanséatique. Riga était alors intégrée à l'Empire russe, et son père, Mikhail Osipovitch Eisenstein, issu d'une famille de marchands juifs convertis à l'orthodoxie, en était l'architecte en chef, chargé des bâtiments publics. Il est l'auteur de nombreux projets dans la veine de l'Art Nouveau. Sa mère, la mère d'Eisenstein, Julia Ivanova Konetskaya, était issue d'une famille orthodoxe russe de riches marchands. Sergei mourut à Moscou le 11 février 1948 d'un arrêt cardiaque à l'âge de 50 ans. Après des études d'ingénieur et sa participation à la guerre civile dans les rangs de l'Armée rouge, tandis que son père s'exilait en Allemagne parmi les Blancs et mourut à Berlin en 1920, il commence une brillante carrière dans l'avant-garde théâtrale sous l'égide de son maître Meyerhold, exécuté en prison le 2 février 1940. Puis il devient avec Esther Schub, Lev Kuleshov, Dziga Vertov et Vsevolod Skhodovkin l'un des fondateurs du cinéma soviétique et de la théorie du montage. Alors par rapport à cette biographie, on peut aussi ajouter que Eisenstein, dès lors, a reçu une éducation parfaitement adéquate à la bourgeoisie russe, même la grande bourgeoisie russe de l'époque. Il était polyglotte, il était devenu ingénieur, mais il était aussi, donc, on va le voir, artiste, poète, etc. Donc c'était, comme Kandinsky notamment, un homme assez complet, on va dire, et qui faisait vraiment partie des élites intellectuelles et culturelles de son époque, dès sa jeunesse. Ce que je voudrais vous présenter ici, c'est la matrice commune à toute œuvre signifiante se déployant dans l'espace et dans le temps. Liturgie, théâtre, opéra et cinéma. C'est-à-dire le jeu des ressorts affectifs communs par lesquels se communiquent des réalités intérieures et par lesquels le regardeur, auditeur, artiste entre en relation avec sa propre intériorité et avec la vérité. Comment donc le spectateur entre-t-il en relation avec cette autre scène ? Nous allons voir que le cinéaste intègre dans sa méthode un mode de l'expérience que Walter Benjamin appellera la distraction. C'est un mode de relation à l'espace qui n'est pas régi par la vision focalisée, mais par le corps de l'être en situation. C'est le substrat inconscient d'un mode commun de perception inhérent à l'espace social de la vie moderne,
Nous nous situons donc déjà sur le terrain de l'expérience. Ce substrat commun aux différentes formes de composition nous garantit que le procédé n'est pas un simple artifice, mais révèle des liens réels entre des réalités apparemment fragmentaires. Ainsi, la distraction procure au cinéma son matériau perceptif et émotionnel. Walter Benjamin établit d'abord la liaison entre l'architecture, l'épopée et le cinéma, parce qu'il s'offre à un mode collectif d'appréhension. Puis, il introduit le phénomène de la distraction, lié au choc, dévoilé par Dada à travers la pratique de la provocation, en allemand Ablenkung, qui veut dire distraction, déviation, diversion. On se trouve sur le plan de la perception tactile qui implique l'habitude. L'habitude incorpore les acquis de la pratique, ce qui en permet la reproduction comme geste, d'autant plus efficace qu'elle est déliée de l'attention vigile. Toutes les techniques, de la chasse à la rhétorique, en passant par le sport ou le combat, tous les arts incorporent des savoirs, des gestes, des rythmes. Eisenstein va porter une grande attention à cette stratification psychophysique des habiletés et à leur histoire, voire leur préhistoire, comme la chasse et le tressage qui le passionnent, et dont il va montrer que les chaînes se perpétuent dans l'imaginaire créateur. Dès lors, l'espace et le temps ne sont pas des conditions a priori de la perception et de l'entendement, mais ils relèvent de traces et de synthèses psychiques qui engendrent des formes symboliques, dont l'origine, selon Ernst Cassirer, est notre corps. À l'époque moderne, la distraction est une forme d'attention vide qui se détache de l'enchaînement logique et de l'ordre établi des perceptions acquises. Elle est liée au choc, qui peut être défini comme un contact inattendu, plus ou moins violent, une surprise. La multiplication et l'intensification extrême des chocs dans le monde industrialisé menacent de détruire toute capacité à l'accueil de l'événement. Par conséquent, l'individu moderne se trouve dans un état permanent de distraction en tant qu'il est contraint d'y faire face sans relâche. Mais, à la différence du divertissement, la distraction mobilise l'attention avec une intensité accrue à l'égard d'un environnement caractérisé par la rapidité et le danger, auquel le sujet se trouve lui-même concrètement exposé. Elle est aussi une façon qui peut devenir une ruse d'échapper au mode ordinaire de perception et à la relation au monde du sens commun. Or, le cinéma d'Eisenstein part de ce processus de fragmentation inhérent au monde industriel mais inconscient et l'expose au travail du montage. Ils permettent à l'attention de s'en ressaisir à une certaine distance et de se retrouver et de retrouver ainsi sa disponibilité. C'est pourquoi Benjamin voit dans le cuirassé Potemkin, je le cite, l'avènement d'une nouvelle région de la conscience, et donc d'une nouvelle condition de possibilité pour l'expérience vitale, par-delà la misère présente de l'expérience immédiate. En effet, si la distraction dissocie l'attention de l'ordre symbolique donné, qui informe habituellement la perception, le montage permet alors d'inventer d'autres agencements, comme autant d'expériences de pensée, en mobilisant d'autres strates de l'imaginaire. Le montage cinématographique permet de surmonter la fragmentation en ressourçant la conscience à des couches plus profondes de l'être. Eisenstein transfère ainsi le milieu traumatique de la ville industrielle à l'espace de jeu, de la mise en scène et du montage, en rejouant à chaque fois la fragmentation de la scène originaire. Car il s'agit de nous affranchir de l'illusion de continuité et de familiarité du monde donné, comme du sens commun qui le soutient. On assiste alors à la liaison entre la perception dans la distraction, l'inconscient visuel qu'elle nourrit et la mobilité d'action des habitants des villes, rendus capables de transformer leurs conditions d'apparaître. Contre le divertissement, pure décharge, répressive des pulsions de foule, et la propagande qui les manipule, Walter Benjamin décèle dans le cinéma d'Eisenstein la conversion de cet inconscient des masses en conscience commune éclairée. La montée en puissance de la distraction dans la ville moderne montre que de nouveaux agencements de l'imaginaire doivent prendre la relève de modes de transmission menacés par la mutation anthropologique en cours depuis le début du capitalisme. Ainsi, écrit Benjamin, le jeu est-il la transformation d'une expérience bouleversante en habitude. Voyons maintenant comment l'art intègre cette situation nouvelle. L'habitation est la forme la plus ancienne de sensibilité commune. Elle constitue la couche première de l'habitude. L'architecture moderne veillera à intensifier les valeurs d'ouverture impliquées dans la réversibilité spatiale, où le haut et le bas tendent idéalement à l'absolue symétrie, et où la paroi ne serait plus qu'une membrane entièrement dissociée de l'ossature, c'est-à-dire un plan mobile.
L'idée de promenade architecturale, selon Le Corbusier, est aussi contemporaine de l'invention par Murnau de la caméra mobile à hauteur humaine dans Der letzte Mann, Le dernier des hommes, en 1923. Or, l'œil de la caméra de Murnau exprime le retour de la perception optique à la perception tactile, caractéristique de la distraction. La répétition-variation dans ce film du plan sur la porte en tourniquet de l'hôtel en est la figure marquante. Et je vais là vous montrer deux extraits de ce film qui l'illustrent. Alors. Ça, c'est l'ouverture du film. Donc on descend l'ascenseur, ça va marquer. Et à hauteur de regard, on traverse le hall. Et voilà qu'apparaît le personnage principal du film, qui est l'homme qui accueille les résidents et qui va vivre une déchéance en fait au début du film, d'où le titre, Le dernier des hommes. Et donc le tourniquet, en fait, il va revenir tout le long du film comme un emblème en fait de ce qui arrive à cet homme et de sa condition, etc. Et donc, bon, on peut dire aussi, comme on dit, la roue qui tourne, si vous voulez, enfin, il y a cette idée-là, hein, même l'idée médiévale, hein, vous connaissez, voilà. Et elle est transposée de cette façon dans le film avec cet aspect de la distraction, de l'expérience de la vie qui est comme ça dans le mouvement. Alors là, en fait, il a été en fait, licencié d'une façon complètement injustifiée, hein, et il est ivre, et il rêve à son retour dans l'hôtel, à ce qui serait comme un homme en majesté et en gloire. Vous voyez l'ombre, c'est le tourniquet en fait. L'ombre qui tourne. Voilà. Alors, mais chez Le Corbusier, la relation psychophysique du corps et de l'esprit s'appelle l'intention motrice. Donc vous avez retenu que je faisais le lien avec Le Corbusier et Murnau, hein, au départ. La caméra à hauteur de regard qui en fait illustre le parcours des hommes, hein, dans la ville, dans le décor urbain. Et à la même époque, Le Corbusier invente cette notion d'intention motrice. Donc, et de promenade architecturale, on va le voir. Mais chez Le Corbusier, donc, la relation psychophysique du corps et de l'esprit s'appelle l'intention motrice, dont le plan de l'architecte devient la condensation ouverte. Et je vais vous montrer ça. Je voulais vous mettre au début la photo d'Eisenstein encadrée de Corbusier et de Bourov, un autre architecte soviétique, mais j'étais troublé par les points techniques.
Alors voilà, en fait, Le Corbusier, dans son fameux livre, excusez-moi, dans son fameux livre Vers une architecture, va reproduire les plans du Parthénon qui avaient été conçus et dessinés par Auguste Choisy, hein, un des premiers grands historiens modernes et rationalistes de l'architecture. Et il va donc reproduire ces plans et ces vues du Parthénon qui représentent une véritable promenade architecturale. Vous voyez qu'on progresse en fait dans le Parthénon. Hein, on arrive d'abord à... Là, c'est l'escalier de l'entrée. Pardon? Les dessins? Oui. Les dessins, c'est Choisy, c'est 1889, hein, je crois. L'histoire de l'architecture de Choisy, elle a été publiée à ce moment-là. Donc on arrive sur l'esplanade du Parthénon, on rencontre d'abord l'immense statue d'Athéna, et on a comment ça s'appelle déjà, le Panthéon est à droite. Non, c'est pas le Panthéon. Oui, non, c'est l'Acropole et c'est le Parthénon. Excusez-moi, j'ai confondu. C'est le plan de l'Acropole, bien sûr, pardon. Et là, on voit le Parthénon. Hein, voilà, qu'on voyait à droite de la statue d'Athéna dans l'image précédente. Donc là, on a le Parthénon, et puis ensuite, on a l'Erechtheion qui vient ensuite, le long du parcours. Et donc, c'est un parcours qui est à la fois plastique, spatial, mais aussi, on le sait, c'est un parcours liturgique. Hein. C'est-à-dire que l'Acropole a été organisée pour des processions qui suivaient ce chemin, qui tournaient autour du Parthénon. Alors autour du Parthénon, vous avez cette fameuse frise des chevaux qui devait être en rapport sans doute avec certains éléments des liturgies qui étaient développés dans cet espace, quoi. Et alors, Eisenstein, qui était lecteur de Le Corbusier, mais aussi un grand lecteur d'architecture, entre autres, parce que c'est un grand lecteur de beaucoup de choses en fait, il va reprendre dans un texte sur architecture et cinéma les mêmes dessins de Choisy, il avait lu dans sa collection, hein, et il en fait une condensation pour montrer en fait un exemple de montage, tout simplement, hein, de progression spatiale qu'on peut en tirer au cinéma. Hein. Donc vous voyez les 4 petites images dessinées de la main d'Eisenstein en bas à droite sont une sorte de plan de montage, hein, voilà, qu'il aurait pu réaliser s'il avait utilisé l'Acropole dans un de ses films. Voilà les 4 schémas en plus grand, hein, qui résument en fait le parcours que Choisy avait décelé, avait trouvé en faisant le relevé complet de l'Acropole. Voilà. Alors, dans l'intention motrice, la relation entre l'organisation de l'espace et la perception dans la distraction informe l'esprit par la voie de l'expérience vitale. Je cite Le Corbusier, la construction c'est pour faire tenir, l'architecture c'est pour émouvoir. Fin de citation. On appellera architectonique la dialectique de la construction et de l'artistique dans la composition. Dans cette configuration, le géométral est une écriture de l'espace en plan, habité par le mouvement du monde. L'organisation architectonique s'apparente ici à l'équivalence spatiale non linéaire de l'ordre des raisons, découlant d'une évidence première selon Descartes. C'est aussi le sens des projets de Theo van Doesburg dessinés en axonométrie, mode de conception polyfocale de l'objet, comme de son atelier construit à Meudon, dont une table en béton scellée dans le sol contraste avec des aménagements mobiles et transformables. Mentionnons encore le pavillon constructiviste de Melnikov, le seul de l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes à Paris en 1925, à avoir été pensé avec le mouvement des visiteurs. L'architecture moderne s'ouvre ainsi à une politique de l'intelligibilité du déplacement, du transfert et du devenir. Alors, j'ai des exemples là. Alors là, c'est un dessin de Van Doesburg, hein, un projet qui est une sorte de matrice des projets qu'il va faire dans le futur. Voilà, c'est une sorte d'architecture idéale en fait, hein, qui est une composition plastique de type de Schiele, spatialisée, et qu'il va traduire en fait dans des projets de maison. Hein, il va faire un projet d'atelier qui a été construit, je pense, mais qui a été détruit ensuite. On voit des photos où il collabore avec un autre architecte pour ça. Et ça va beaucoup inspirer les autres architectes du groupe de Schiele, bien sûr. Alors ensuite, l'atelier de Meudon,
je vous montre les deux vues les plus importantes, hein, c'est-à-dire que en fait, l'atelier, c'est un emboîtement de deux cubes. Un dernier cube, en fait, contient essentiellement l'espace de l'atelier que vous voyez sur cette photo, et l'autre cube contient les espaces de vie, hein, chambre, etc. Et dans l'autre cube se trouve aussi la bibliothèque, qui est aussi un lieu d'accueil, de réception pour parler, etc. Et donc, vous avez en contre-champ, si je puis dire, la bibliothèque. Hein. Donc, dans le même axe, hein, vous avez et alors, vous voyez qu'il y a un rideau, il y a des cloisons qui sont déplaçables et transformables, et qui permettent de modifier l'espace à volonté. Donc, par exemple, il peut isoler l'atelier de la bibliothèque et réciproquement. Etc. Philippe Serre a fait des très beaux développements, hein, sur ce thème de la conception de la maison dans le temps et justement dans l'expérience vitale, hein, à partir de cette maison de Meudon. Et alors au fond, vous voyez la table en béton là, hein, qui est scellée dans le sol. Donc celle-là, elle ne bouge pas. C'est le lieu de travail, c'est son bureau de travail, hein, principal. Et voilà. Alors, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié Melnikov, bien sûr. Alors là, c'est les plans. Je ne sais pas ce qui se passe à l'écran, mais on n'a pas les images en grand, quoi. Bon, malheureusement, je n'ai pas étudié la conversion là, de ces images à l'écran, donc je ne saurais pas comment faire. Donc, on voit le plan de ce pavillon de l'Expo universelle de 1925. On voit qu'il y a une diagonale qui traverse le plan, et c'est l'escalier. C'est un escalier qui monte et qui descend d'une part et de l'autre du bâtiment, et qui justement organise le mouvement des visiteurs qui arrivent et qui repartent. Là, vous voyez en haut à gauche, il y a une coupe. Vous voyez bien l'escalier, hein, qui traverse tout le bâtiment. Vous avez une vue en axonométrie, où on voit l'escalier en diagonale en bas devant nous, là, et qui disparaît derrière un bâtiment qui est devant, qui le cache. Alors que vous voyez sur l'image de droite, il y a un petit pavillon qui est sur la droite et qui encadre l'escalier par rapport au pavillon principal. Hein. Voilà. Et là, je vous montre deux photos du pavillon. La photo officielle qui était présentée dans les cartes postales, je pense, et des choses comme ça. On voit bien l'escalier avec le pavillon principal et le pavillon secondaire de chaque côté. Et puis une vue de côté aussi avec la tour là, le pavillon secondaire et l'escalier qui disparaît derrière. Voilà. Alors nous voyons mieux comment le cinéma peut et doit composer avec l'espace. On se souvient néanmoins de la fameuse critique de Bergson. Le cinéma spatialise le temps en le réduisant à des unités discrètes et figées. Il serait inapte à rendre la durée. Le spectacle cinématique de la vie serait illusoire. Mais cela portait sur le procédé de la chronophotographie et sur la succession des photogrammes sur la pellicule. Et certes, le cinéma est hanté par la mort, que ce soit dans la violence des films de divertissement ou dans la mélancolie du cinéma artistique comme celui de Tarkovsky. Mais ce que Bergson semble ignorer et sur quoi Eisenstein a beaucoup médité, c'est aussi la puissance thaumaturgique du cinéma, son pouvoir de donner ou rendre vie à l'histoire, à l'épopée, au conte, mais aussi au monde visionnaire des prophètes et des saints. On peut au moins citer l'extraordinaire finale d'Andrei Roublev de Tarkovsky. Mais revenons au substrat qui soutient ce pouvoir. Dans le film burlesque ou d'animation, c'est lorsque la stabilité même de l'habitation est menacée que le processus du film atteint sa plus grande puissance d'attraction sur l'affectivité et l'imagination du spectateur, comme s'il y allait de lui-même, de sa propre position fondamentale et de sa propre consistance existentielle. On saisit là toute la puissance du transfert de la distraction au cinéma. La logique du burlesque est l'anéantissement de toutes les assises de l'inhérence au monde, dont le stade ultime est la destruction catastrophique et fascinante de tout abri, de toute habitation. Les espaces construits sont aussi les lieux privilégiés du jeu des passages, poursuites, retournements, acrobaties et cache-cache. Eisenstein met à nu ces procédés dans le journal de Blumhoff en 1923, donc la même année que le Dernier des Hommes et que les textes de Le Corbusier que nous avons cités. Petit film construit sur les pôles constitutifs du champ de l'expérience et de l'imaginaire urbain, que je vais vous montrer.
il n'y a pas de son. Vous remarquerez la ressemblance du héros avec Fantomas. Et aussi Arsène Lupin surtout. Alors, juste pour préciser, ce fameux journal, c'est la bobine que vous avez vue. C'est un film compromettant sur Blumhoff, sur ses relations sociales. Et c'est une manière de se moquer de Dziga Vertov, qui faisait le ciné-journal, qui était déjà très connu pour ça, qui faisait de la propagande en film documentaire de montage. Et on va justement parler de Dziga Vertov. Alors, dans L'Homme à la caméra de Dziga Vertov en 1929, c'est une synthèse du ciné-journal d'une certaine façon. Le transfert du rapport entre l'œil de la caméra et les masses urbaines est remarquable. Au final du film en particulier, le jeu du montage alterné entre dehors et dedans montre clairement que les spectateurs se reconnaissent à l'écran. Ils se voient eux-mêmes plongés dans le milieu et l'état de distraction, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ah, pardon. L'expérience du montage se révèle alors comme espace de représentation extrêmement complexe en ce qu'elle consiste en un emboîtement de différents lieux intérieurs et extérieurs, l'espace de la mise en scène et de la prise de vue, déterminé par le cadrage, l'espace urbain où se trouve généralement la salle de cinéma, celle-ci même, et enfin les différents lieux inclus dans l'espace filmique. De plus, le montage a la capacité inédite de convoquer ensemble toutes sortes de représentations de l'espace différentes, passées, présentes et futures. Tout cela est orchestré à travers l'écran et rencontre ainsi l'espace psychique de l'imaginaire. Le pouvoir émotionnel et critique du montage naît donc des rencontres et des liaisons entre le mouvement des figures de choses, le mouvement des figures formes graphiques et picturales, le mouvement de la transformation de l'espace-temps et le mouvement des figures de vivant. Cette composition cinématique provoque organiquement la remémoration de la constitution kinesthésique de l'individu, étayée par l'architecture, qui n'est autre que ce que Benjamin nomme distraction. Eisenstein témoigne que le cinéma peut et doit être l'instrument de la relève de l'expérience et de sa transmission en une tradition nouvelle. Le montage est alors aussi un art des ruines, car l'analyse de la distraction montre que l'on peut reconstruire le monde nouveau à partir des débris de l'ancien. Il faut pour commencer employer le mode de perception le plus à même de s'y reconnaître, la distraction réfléchie par l'art. Celle-ci se rapproche de l'idée d'une géographie archaïque en tant que proto-géométrie. Nous pouvons dire alors que le montage fait apparaître l'expérience géographique, tactile et tactique de la ville à l'époque moderne, en mettant en relation d'évidence les points critiques de l'expérience urbaine à partir de l'inconscient visuel et collectif.
Or, cette sensibilité à la configuration et à l'organisation de l'espace est une constante chez Eisenstein. Le montage peut alors agir comme le suspens révélateur, l'époqué, qui rend sensible les conditions de l'expérience dans un monde ambiant, dès lors ouvert à la manifestation de ce qui le transcende. Ainsi, le rêve collectif du cinéma révèle un imaginaire productif d'images dialectiques, porteuses des contradictions du monde et des passages entre le présent et le passé, dont le montage fait un matériau privilégié et forme l'instrument de composition et d'interprétation. La distraction suspend le logos et s'ouvre aux strates profondes du psychisme. Dans le travail du montage cinématographique, elle est susceptible de conversion en expérience vitale et en puissance de transformation émancipatrice. À l'entendement défaillant s'allie alors une intelligence du désir liée au faire et à l'agir, qui s'inscrit dans la reproduction organique du phénomène. Ainsi, d'une esthétique du choc, on passe à une poétique de la discontinuité et du lien, qui ouvre les voies d'un futur autre que le prolongement d'un présent catastrophique. Le montage est une architectonique des transformations de la scène et de la figure du monde. Comment Eisenstein réalise-t-il sur cette base l'entrée en contact efficace avec l'âme humaine que recherchait Kandinsky? Ce qui fait le lien dialectique entre les plans, ce qui anime les gares différentielles du montage, c'est la répétition, le déplacement d'accent et la capacité de l'affect à changer de pôle entre l'unité et dissociation, vie et mort, Eros et Thanatos. Le montage opère la dissociation et le transfert de forme et de figure à l'autre scène et met en relation la conscience avec l'inconscient. La mise en scène est la condition du montage en tant qu'écriture architectonique. C'est de là que procède le pouvoir émotionnel du cinéma dont la scène de poursuite est le princeps, celui de la dynamique kinesthésique d'une séquence. Il s'agit des conditions du sentiment d'inhérence au monde de la personne, c'est-à-dire de l'expérience en général. Mais le montage procède d'une critique de l'émotion. Car la finalité de l'émotion esthétique, c'est l'accomplissement compensatoire d'un désir inassouvi à travers le schéma rituel de l'intrigue moralisante, l'illusion consolatrice du triomphe assuré du bien, aux dépens des fauteurs de troubles. Procédant à une anamnèse des affects, Eisenstein pense ainsi la régression psychique à partir du principe que l'art accomplit un retour depuis l'expérience sensible vers les strates les plus reculées de la fonction symbolique. Car, par la possibilité d'articuler le mouvement et d'y associer le son, le montage cinématographique est un mode de connaissance. Il permet de reconstruire expérimentalement l'accès aux sources de l'affect par la voie artistique. L'affect originaire de l'angoisse nous avertit d'un état d'inadéquation indéterminé et d'autant plus inquiétant. Mais quel est le sens de l'affection originaire? Dans l'interaction avec le monde ambiant, l'affect se déplace, rencontre un plan matériel, un aspect, une situation et condense l'émotion par un jeu complexe de reconnaissance de son origine. L'affect se précise en qualifiant en retour la chose qui fut le support de son expression. Le monde prend figure et consistance, se structure à mesure que l'indéterminé est ainsi refoulé. Ce qui distingue l'affect de l'émotion et du sentiment, c'est que l'affect marque la relation originaire au monde, dynamique et préconsciente. Dans la distraction, l'émotion est une réaction immédiate, sans trace, de l'ordre du réflexe, et le sentiment, l'expression subjective de l'affect dans la durée. Ainsi, l'affect n'est pas ressenti, il agit sur la perception et la mémoire, sur le relief donné à des existences. Il oriente l'intentionnalité par son pouvoir sensitif. La perception dans la distraction, nous l'avons vu, nourrit l'inconscient d'impressions fortuites, parfois inaperçues. Autant de traces de choc qui peuvent être infinitésimaux ou à l'opposé traumatiques. Ce matériau mnésique qui semble plutôt enfoui et qui semble aussitôt enfoui est pourtant susceptible de ressurgir à la faveur de distractions justement. Nul doute que cela ne motive l'intérêt du cinéaste pour le détail apparemment fortuit qui alerte l'affect. La pars pro toto, ou partie pour le tout, est la méthode fondamentale pour transformer au cinéma une chose en symbole d'un affect. Chez Eisenstein, c'est le gros plan qui dévoile l'essence de cette qualité indicielle du détail singularisé par l'affect. En deçà de la vision focalisée, l'affect transforme un fragment de réel en puissance d'image en l'isolant du donné, le reliant à d'autres fragments. Mais cela n'est possible que si l'inconscient décèle aussi des qualités signifiantes réelles qui sont inhérentes à cet aspect. Comme les romantiques et les dadaïstes, Eisenstein a une conception esthétique de l'inconscient qui transcende l'histoire de l'individu particulier.
car la démarche créatrice permet de révéler les qualités nouménales qui en structurent le fonctionnement. C'est chez Eisenstein, en effet, l'image se présente comme poétisation, c'est-à-dire imagicité, qu'il relie à la Verdichtung, laquelle est une notion empruntée à Freud, traduite en français par condensation, qui signifie la mise en relation d'un complexe de sens par le truchement d'un aspect. L'imagicité est un processus constitutif du montage sous-tendu par l'attraction, c'est-à-dire la relation nouée avec la chose par l'affect. C'est donc la puissance par laquelle le sens créateur tend à faire des êtres des images d'eux-mêmes et par là les relie à d'autres êtres. Mais elle s'accomplit pleinement dans la présentation du mouvement par le montage, en ce qu'il explore de possibles rapprochements nouveaux. C'est enfin la cohérence de la composition qui vérifie que ces relations ont un sens. Mais alors, comment l'écriture cinématique peut-elle soutenir de tels affects et non de l'affect en général? C'est toute la question de la relation au regardeur et de celui-ci à l'acte artistique. La particularité émerge et se dessine dans la modulation d'une polarité fondamentale. Un affect, lié à son contraire, comme l'extase à l'horreur par exemple, met en tension les intervalles que ménagent les mouvements d'un plan à l'autre. Ces mouvements sont perceptibles et intelligibles en rapport à une construction matricielle, structurée en tant que thème, indiquée par ce que Eisenstein appelle le rythme. La dialectique des affects est donc un modèle d'écriture pour l'image cinématique, laquelle, ainsi formée et structurée rythmiquement, devient à son tour un modèle d'écriture pour l'imagination. La notion de modèle d'écriture apparaît en effet sous la plume d'Eisenstein à l'occasion d'une réflexion sur les rapports entre cinéma et architecture, où il compare les pouvoirs émotionnels des architectures gothiques et mexicaines, sous-tendues par la dialectique du pathétique ou de l'horreur et de l'extase. L'extase gothique, c'est la sortie hors de soi dans la joie, l'exultation vitale, euphorique devant le sublime. L'affect est une révélation, une expansion de l'être au-delà du monde. Eisenstein décrit ensuite l'architecture de l'Antiquité mexicaine et l'on passe au contraire de l'extase, c'est-à-dire à l'horreur. L'architecture du temple mexicain dévoile aux yeux d'Eisenstein la décomposition ornementale de la figure, le démembrement et la recomposition, c'est-à-dire le montage, de ce qui a pu survivre à ce processus en de nouvelles figures composites, d'autant plus horribles qu'elles demeurent ainsi marquées par cette épreuve du retour à l'indéterminé. Il se fait spectateur et ce faisant donne l'exemple d'une progression cinématographique à partir de l'architecture, de sa décomposition et de sa reconstruction cinématique guidée par l'affect, sur lequel le montage se cristallise, et c'est ce que nous allons voir. Donc c'est dans Que Viva Mexico. C'est le comment dirais-je, le prologue. Время в пролог, вечность. Может быть, это сегодняшний день. Может быть, все это случилось 20 лет назад, а может быть и 1000. Камни, боги, люди. Жители страны священных руин и огромных пирамид все еще сохранили характер и форму своих предков. Среди языческих храмов священных городов, царстве смерти, где прошлое все еще властвует над настоящим, людские лики похожи на те, что высечены из камня. Ибо каменная фигура – это
изображения предков мексиканцев. Alors, comme on le voit, hein, l'horreur du fantasme de démembrement est surmontée par sa présentation selon une nouvelle organicité. Le pathétique est sous-tendu par le processus extatique imageant, comme dans la vision d'Ézéchiel 37:1-10, intitulé Les ossements desséchés, qui préfigure le jugement dernier. Alors je cite ce texte magnifique d'Ézéchiel. La main de Yahvé fut sur moi. Il m'emmena par l'esprit de Yahvé et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur Yahvé, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis Yahvé. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais, et il y eut un frémissement, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais. Ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé, et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée. On l'a vu, l'affect isole des êtres liés à des opérations et des fonctions vitales et qui en constituent la trace. Or, selon le principe de pars pro toto, c'est généralement un détail ayant valeur d'indice signifiant qui est retenu pour s'associer à d'autres parties. Les complexes d'images consistants forment des intensités signifiantes. L'affect guide la construction de l'œuvre et la vérification du sens. L'affectivité est ainsi constitutive du montage. L'horreur est l'expérience émotionnelle de notre propre absence de fond, c'est-à-dire du sentiment de notre indétermination originaire à la source de l'angoisse. Dès lors, la fantasmagorie la plus primaire est déjà préférable à la hantise du sans-fond, car elle pose une figure sur la terreur primordiale et indifférenciée. C'est aussi le ressort de l'illusion projective et du goût pour le simulacre, jusqu'au divertissement. C'est encore de là que procède l'impulsion initiale à agir et faire. L'indéterminé est bien le principe premier, comme le pensait Anaximandre, qui ouvre à l'accueil de l'événement. L'avantage du montage dialectique, c'est qu'il permet de construire une scène du monde indéfiniment transformable et polyfocale. Il est la condition d'une sensibilité capable de reconnaître en certains événements cette part d'indéterminé constitutive de l'être et de s'ouvrir au devenir. Dans ses notes pour une psychologie de la composition, Eisenstein dessine le schème du processus dialectique et régressif-progressif qui a pour point de départ le présent de l'image cinématique. Il voit dans le geste expressif qui s'amorce d'abord en sens inverse de sa direction intentionnelle l'unité de base de ce mouvement. La double direction du geste est une expression involontaire typique de l'affect comme système d'ambivalence entre attraction et répulsion. Ce mouvement de base est un détour. Eisenstein qualifie le geste expressif de négation de la négation. On peut alors remarquer 2 choses. D'une part, la négation première y est toujours une régression vers le multiple, non une résistance de la réalité au concept. D'autre part, ce schème dialectique ne s'inscrit pas dans une progression linéaire, mais dans une reprise, au sens de Kierkegaard, c'est-à-dire un mouvement double d'approfondissement et d'élargissement de la conscience. Selon le principe de pars pro toto, le schème dialectique d'Eisenstein vaut pour l'unité constitutive selon son échelle, une mimique, un geste, un détail, un plan, une séquence, comme pour le tout. Lorsqu'il explique la nécessité de maîtriser la composition du plan, Eisenstein procède à un décentrement réciproque entre l'œuvre et le spectateur. Pour lui, la forme est d'autant plus efficace que sa construction est complexe, comme un phénomène naturel, introduisant le spectateur au monde du film avec le minimum de dépenses d'énergie psychique, puis le guidant dans les approfondissements successifs.
Aussi, le cinéaste met-il en garde contre le solipsisme du drame audiovisuel, dit-il, et contre la conception classique de l'œuvre comme unité close sur elle-même. Il est indispensable d'intégrer l'activité psychique du regardeur, par l'irrégularité de la facture en particulier. Ce sont les tensions de la forme et de la figure qui conduisent le spectateur, guidé par l'affect, dans le monde intérieur que l'œuvre lui révèle. À mesure que le regardeur progresse dans l'œuvre, c'est aussi en lui-même qu'il s'aventure. Il ne faut pas y voir un effet de miroir ou de projection, mais au contraire, un véritable mouvement d'anamnèse guidé par l'œuvre. Ainsi, dans Montage 37, le cinéaste expose le processus d'un retour en profondeur vers l'état pré-métaphorique, dit-il, du phénomène originaire, une notion qu'il emprunte à Goethe. C'est ce qu'il nommera le problème fondamental, dont on voit le lien avec le processus d'imagicité. La dialectique de l'art chez Eisenstein, ce n'est donc pas l'un sortant de soi pour se dédoubler et produire le multiple comme sa négation qu'il faudra surpasser, mais un retour au non-un indéterminé pour déconstruire et reconstruire à chaque fois d'autres rapports qui répondent et résistent au désir de l'unité. L'idée de l'unité chez Eisenstein, c'est l'impossible désir de la coïncidence des opposés dans une tension d'autant plus attractive qu'elle demeurera irrésolue. C'est là, dans le conflit entre cet horizon du désir et son impossibilité tragique, que se trouve le pathétique. En effet, même lorsqu'il invoque l'harmonie, Eisenstein introduit subtilement dans l'analyse ce qui est pour lui l'essentiel, la non-coïncidence du schème constructif avec l'accent affectif et le principe d'irrégularité contrapuntique dans la composition. Nous retrouvons avec étonnement les mêmes principes dans sa lecture assidue de celui qui est à ses yeux le précurseur de la psychologie moderne, saint Ignace de Loyola. Citation d'Eisenstein. Et justement, l'impossibilité de susciter par la force l'émotion en tant que telle, la nécessité pour la faire apparaître d'elle-même et naturellement, de réunir assez de phénomènes et de circonstances connexes, l'indispensable sentiment émergeant alors de leur simple juxtaposition. C'est ainsi que, d'une juxtaposition de certaines circonstances arbitrairement reconstituées et susceptibles de reconstitution, doit surgir l'émotion naturelle non arbitraire qu'il fallait susciter. On admire l'agilité dialectique d'Eisenstein. Il apporte de noter le balancement subtil du texte entre arbitrairement reconstitué et susceptible de reconstitution, qui résume bien le principe des exercices spirituels de visualisation chez saint Ignace de Loyola. L'imagination se laisse guider par la vérité du thème. C'est toute la dynamique heuristique du montage. Le problème fondamental de l'expérience artistique comprend donc la dialectique organique du pathétique et de l'extase comme condition de la rencontre du sens. Le but est de provoquer l'expérience décisive d'une transformation de la perception, d'une sortie hors du point de vue et d'une rencontre décisive de la vérité, selon la formule de Philippe Serre. L'œuvre est l'instrument de cet événement parce qu'elle en est déjà la trace. Dans son analyse de la séquence de l'escalier d'Odessa du cuirassé Potemkin, que nous allons voir, le cinéaste insiste sur les basculements de vitesse et de tempo, notamment dans l'image de la femme montant seule en portant son enfant mort devant les soldats, dont la marche est un moment suspendu. Il souligne également les passages du chaotique au rythmique, entre haut et bas, et enfin du style narratif à la forme imagée. C'est un exemple de structuration extatique des éléments dans la construction pathétique de l'ensemble d'une séquence, s'achevant elle-même extatiquement, sortant d'elle-même par le montage imagé des lions qui se dressent, que vous allez voir. En effet, même le style narratif apparent du début de la séquence, introduit par l'intertitre et soudain, est sapé par la structuration extatique des plans. L'illusion semble pourtant à son comble, tant le pouvoir de fascination et de suffocation de cette séquence est indéniable, à la hauteur de l'horreur qu'elle entend susciter, devant un événement fictif, mais vraisemblable, puisqu'il condense en effet l'ensemble des répressions sanglantes du mouvement social de l'année 1905. Petite parenthèse, effectivement, la fusillade sur l'escalier n'a jamais eu lieu sur l'escalier, mais dans les rues autour, en fait. C'est dans les rues autour que les foules, que les manifestants ont été réprimés. Or, c'est bien que cette déstabilisation exprime le pathétique de l'événement, son vertige. Cette foule perd littéralement pied sous nos yeux, tandis que le montage produit là un retrait radical des assises de la présence.
L'approche abominable du néant qui sous-tend tout sentiment de terreur nous est présentée avec la plus grande force par un évidement intérieur de la forme, non immédiatement perceptible en tant que tel, tandis que nous ne pouvons nous défendre d'y assister dans une sorte d'état extatique. D'autant que la musicalité de la composition suit crescendo un rythme suggérant autant les spasmes de l'amour que de l'agonie. Dans le rapport entre ce battement et la violence des soldats, par contraste avec le désordre arythmique et l'effroi de la foule, on voit comment Eisenstein met en évidence les liens de sang, de l'affect entre l'œuvre et les spectateurs. Une série impressionnante de cris confirme la fonction de l'affect. La séquence du massacre sur l'escalier d'Odessa, que nous situons subjectivement au centre du film, se condense dans le visage en gros plan de la femme au bésicle, finalement mutilée. Ici, le cri est pathétique au sens où la souffrance implacablement infligée, proprement inhumaine, confine à l'impossible, à l'effondrement dans l'indifférencié, où l'ordre est identique au chaos. À ce stade paroxystique, on conçoit que même les pierres crient. L'extase est ainsi relancée encore une fois. Le paradoxe insurrectionnel et révolutionnaire ressurgit avec une plus grande force dans la figure du lion de pierre qui se dresse en rugissant. Le montage réalise littéralement une composition, puisque ce sont 3 statues qui se transforment en une seule figure animée. Or, ce type de statuaire renvoie aux fonctions magiques des différentes techniques esthétiques. Un lion de pierre, c'est l'image par excellence de la force pétrifiée, absolument contrôlée. Le montage est une opération de dissociation des représentations données pour retrouver d'autres liens plus profonds. Par la prise en charge de la fragmentation, ils mettent à l'épreuve l'ordre symbolique. Il s'agit de faire apparaître que ces lions de pierre semblant différents et isolés, ornementaux, anodins et exotiques, sont déjà en puissance les fragments d'une image globale de la force latente, ici réactivée, remise en mouvement et émancipée comme ce lion qui se dresse et rugit. Dans cette séquence du cuirassé Potemkin, l'image approche des limites du représentable, celle de l'extase ou de l'horreur. C'est bien le cas de l'image de la femme au bésicle brisé. Or, ce réalisme affectif advient chez Eisenstein au comble de la mise en scène et du montage. La violente tension entre le caractère manifestement artistique de cette scène et l'effet de littéralité documentaire se condense précisément dans cette inoubliable figure de l'effroi qu'est la femme à demi aveuglée par un coup de sabre cosaque. Un autre visage plus discret joue cependant un rôle très important à un autre moment du massacre, lors de la descente mortelle du landau. On retrouve dans cet exemple le lien dialectique entre affects contraires. Un jeune homme assiste médusé à cette chute. Son regard et son cri d'horreur s'extasient devant l'image pathétique d'une disproportion maximale. La plus grande faiblesse humaine abandonnée au plus grand déchaînement de forces destructrices inhumaines. C'est peut-être là l'un des meilleurs ponts entre cette scène et le spectateur, puisqu'il semble autant que lui séparé de toute prise sur les faits. Il renvoie à l'impossible du témoin, qui a vu mais n'a rien pu faire, à la fois présent mais extérieur à la réalité absolue de l'anéantissement, comme le spectateur du film dont il constitue un double au sens d'Antonin Artaud. C'est ce qu'indique son visage de profil contre un miroir qui le dédouble. Mais il est néanmoins celui qui a tout vu et qui, survivant, pourra attester que ça a bien eu lieu, tel jour, telle heure, à tel endroit, et nous y introduit afin de rendre possible le transfert du témoignage. Il doit y avoir basculement de la réalité dans l'expérience d'une rupture de l'insertion psychophysique au monde, analogue au rêve ou à un séisme, par exemple. Cette séquence est exemplaire de ce renversement du sublime, de l'euphorie à l'horreur, où l'escalier, de support relativement neutre et enveloppant, comme on le voit sur l'image arrêtée, donc de support relativement neutre et enveloppant, constituant l'espace public de l'expression de la foule et d'une joie populaire innocente, devient brutalement, on va le voir, avec l'intervention des Cosaques, un gigantesque piège. Survient alors une toute autre perception de l'espace monumental, devenu vaste et entièrement rectiligne, marquant ainsi l'éloignement, voire la séparation et l'impersonnalité des rapports hiérarchiques, par contraste avec la courbure du début. Une structure en chiasme, foule-escalier, escalier-foule, accompagne le passage de la courbure maternelle, supportant la foule en liesse, liée à la baie d'Odessa, à la mer qui l'amplifie, accueillant en son sein le cuirassé, à l'alignement mécanique des marches devenues instruments du massacre, qui se dilatent, semblent s'animer pour jeter à terre leurs victimes, puis se contractent à mesure que les troupes avancent, pour se transformer en une sorte d'étau,
entre elle et l'église en bas. La figure de l'escalier d'Odessa, disloquée, remontée cinématographiquement, démasque alors le monumental en tant que spatialité du vertige, de la chute et de la mort. Mais elle fonctionne aussi par sa fragmentation même, comme le support de la répétition. Elle assure au montage sa cohérence et son efficacité en contrant l'impossibilité au cinéma de fixer dans le défilement l'attention sur ce qui la retient. En effet, différents aspects de l'escalier reviennent, insistent et varient, permettant au spectateur de s'imprégner de ce qui se passe et de le penser, de surmonter l'impression de choc, à tel point que nous ressentons un étirement du temps. C'est l'effet combiné de la discontinuité du montage et de la répétition du motif de l'escalier parallèlement à d'autres strates. Les angles de prise de vue, les visages, les corps, le nombre des personnages, leurs mouvements et leurs attitudes, dont certains sont récurrents. Le montage est donc bien construit sur un rapport du temps à l'espace architectural concret, tel que nous le reconstruisons mentalement, et à l'espace architectural abstrait, architectonique, celui que le film présente et dont nous faisons l'expérience en une image eidétique. De l'escalier filmique comme contexte, fond mouvant, tectonique des figures et de l'action, des mesures quantitatives et qualitatives, de leurs positions respectives, et enfin index du montage lui-même comme architecture temporelle. Alors j'en ai fini, je vous montre cet extrait et un autre qui est une surprise, parce que vous avez été sage. Alors, je remets le son. Ah non, le son est déjà. On y va. Alors, normalement, le drapeau est rouge dans les copies d'origine. Et soudain, comme ça veut dire les soudain. Là, il leur dit venez, on va les implorer.
là, ils disent que les marins du Potemkin vont répondre, riposter quoi, à ce massacre. Et ils disent l'état-major qui se trouve en théâtre de désastre. Voilà. Alors la surprise, j'ai évoqué tout à l'heure au cours du texte le pouvoir thaumaturgique du cinéma. Et pour moi, une des meilleures illustrations de cela, c'est l'extraordinaire séquence de la fin de Andrei Roublev de Tarkovsky. Vous connaissez le film? Vous l'avez tous vu, non? Bon, donc c'est pas grave si je vous montre la fin. Donc voilà, on va la regarder. On va regarder avec plaisir. Voilà, parce que alors, ce qui est intéressant, vous vous souvenez, hein, le film c'est une série de massacres, de destruction, de cruauté, et qui s'achève par la reconstruction d'une église, la cloche qui est fondue par ce jeune homme qui prétend que son père lui a transmis ce secret avant de mourir et qui finalement improvise, avec l'esprit on va dire, hein. Et ensuite donc sa fraternisation avec Andrei Roublev.